Merci beaucoup à toute l'équipe du CFAN de m'avoir accueilli pour pouvoir jaser un peu avec vous de la pression externe et interne que peut vivre un artiste, surtout en milieu minoritaire, par rapport à sa représentation de la culture d'où il vient. Ma réflexion sur la place de l'artiste en milieu minoritaire a commencé lorsque j'ai réalisé une série qui s'appelait Identité 2.0 à TFO. C'était une série sur la construction identitaire en milieu minoritaire. Et on a interviewé pour l'un des épisodes sur les artistes francophones en milieu minoritaire, la professeure Lucie Hott de l'Université d'Ottawa. Puis sa citation qui me revient toujours à l'esprit, c'est celle-ci, puis je vous promets que c'est vraiment la seule citation en bloc que je vais vous montrer à l'écran. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est qu'on a des personnes qui réussissent dans un métier public et qui sont des figures positives et à qui la population peut s'identifier et dire « voici qui nous sommes et nous sommes bons ». Si on a des artistes acadiens, si on a des artistes franco-manitobains, c'est que l'Acadie existe forcément ou le Manitoba francophone existe forcément. Elle poursuit, elle dit « Mais il y a des désavantages aussi dans la mesure où l'artiste se voit souvent confiné dans un rôle qui n'est pas celui d'être artiste, mais d'être un franco-manitobain, un franc-saskois, un franco-ontarien ou un acadien. C'est-à-dire de prendre ce rôle de porte-parole-là. Ça a des répercussions sur sa vie et son art parce qu'on s'attend à ce que son art soit représentatif d'une communauté, mais un artiste n'a pas comme rôle principal d'être le porte-parole d'une communauté, pas plus qu'un policier ou un médecin. » Évidemment, Lucie Hott. D'après moi, oui, il y a une pression qu'on peut sentir de la communauté lorsqu'on grandit. Puis je vais l'explorer un peu plus dans les diapositives à venir. Mais ma thèse, c'est que lorsqu'on grandit dans une communauté, puis lorsqu'on commence à se démarquer comme artiste, la pression de représenter sa communauté vient surtout de l'intérieur. Vient surtout d'un sentiment de devoir envers sa communauté et que la pression externe est souvent imaginée. Bon, on peut dire que les deux sont pareils, que ce soit une pression externe réelle ou une pression externe imaginée, l'influence sur l'artiste est le même. Mais ce que je veux décortiquer aujourd'hui, c'est essentiellement mon état d'esprit personnel par rapport à ça. Je ne prétends pas que mon expérience comme artiste est universelle, mais d'après mes conversations avec mes amis artistes, on se ressemble énormément dans ça. Comme artiste, notre art, ça c'est vrai pour n'importe quel artiste, notre art reflète les pensées qui nous obsèdent, puis il n'y a rien qui obsède plus un jeune francophone minoritaire fier que son identité culturelle minoritaire. Donc, c'est ça. Je passerai à travers, je ferai l'analyse de deux de mes œuvres et comment elles sont un reflet de cette pression interne que j'ai ressentie. Et je dois dire que dans les derniers mois, dans la préparation de cette conférence, puis grâce à cette belle occasion qu'on m'a offerte, j'ai constaté et j'ai appris que ce phénomène-là est en fait beaucoup plus généralisé que je pensais et qu'il y a certains éléments de ça qui se voient dans dans toutes les disciplines artistiques québécoises et dans l'évolution de l'art québécois au 20e siècle. Donc, après que je ferai cette présentation ici, qui est relativement brève, j'aimerais ouvrir une discussion pour entendre de votre part comment vous voyez ça reflété dans l'évolution des arts au Québec ou comment vous voyez ça reflété dans les arts aujourd'hui encore. Donc, d'abord, une petite présentation de moi. Je suis originaire de Winnipeg, au Manitoba. J'ai vécu toute ma vie, mis à part une année que j'ai passée à Victoria, en Colombie-Britannique. Winnipeg, c'est une communauté de 700 000 personnes à peu près dans une province de 1,3 million. Les statistiques nous disent qu'il y a à peu près 4 à 5 de locuteurs de langue maternelle française, environ 10 à 11 de gens qui se disent bilingues. Donc, par ça, on entend surtout des anglophones qui ont appris le français. Ce que vous voyez là, vous voyez le centre-ville de Winnipeg, puis cette photo, je l'ai prise du côté de mon quartier natal. Cette vue-là est à peu près à 5 minutes de chez moi, à Saint-Boniface. Saint-Boniface, c'est un quartier qui se démarque comme étant
probablement un des seuls quartiers réellement francophones de l'Ouest canadien. On l'appelle le Petit Montréal de l'Ouest, et avec raison, parce qu'il y a énormément d'art, c'est une grande métropole de pensée francophone, d'art francophone. Et parce que j'ai grandi en milieu urbain et parce que j'ai grandi dans ce milieu-là, ça m'a beaucoup, beaucoup outillé juste d'être côtoyé par énormément de cultures. Je crois que vous avez reçu une présentation il n'y a pas longtemps d'une professeure du campus Saint-Jean. Puis déjà, à Edmonton, la réalité est bien différente. Oui, il y a une communauté présente, mais ils ont genre comme une rue qu'ils peuvent appeler la leur. Et dont l'identité est vraiment forte. Et donc, moi, j'ai énormément de sympathie pour ces gens-là parce que, un peu comme Annette avait dit tantôt, bien qu'on ait une minorité assez significative au Manitoba, je me suis jamais trop senti minoritaire. J'ai pu aller à l'école en français, je peux vivre ma vie en français. Puis c'est pour ça que je suis encore à Winnipeg. Je suis né d'un père francophone de Sainte-Anne-des-Chênes. C'est un village francophone à 30 minutes de Winnipeg. Les Tougas sont au Manitoba depuis 5 générations. Puis avant ça, on date du paysage rural québécois. Ma mère est anglophone, originaire de Winnipeg. Mais c'est vraiment une citoyenne du monde. Elle a grandi dans plusieurs pays. Mon grand-père était ingénieur et il a voyagé un peu partout. Donc, elle n'a jamais eu d'identité ou de résidence fixe au cours de sa vie. Parce qu'ils ont tous les deux appris la langue de l'autre à l'université. En fait, mon père, quand on grandit au Manitoba français, on absorbe naturellement l'anglais. Ma mère a appris le français à l'université. Donc, contrairement à beaucoup d'enfants qui viennent de parents avec 2 différents héritages, j'ai pu facilement acquérir les 2 langues parce que les parents comprenaient la langue de l'autre. Donc, j'ai réellement grandi dans un environnement bilingue et biculturel où chacun me parlait leur langue maternelle et ensemble, on parlait un mélange des 2. Mon grand-père paternel, réparateur de télé à Sainte-Anne, m'a légué sa caméra VHS. C'était une immense caméra dans laquelle on mettait les cassettes VHS dedans, quand j'avais 4 ans. Le film et la vidéo m'ont toujours beaucoup, beaucoup passionné. Je faisais des films profondément expérimentaux, comme me filmer, manger mon souper. Ou bien ici, je pense pratiquer mes moves de tai chi ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas exactement sûr qu'est-ce que je suis en train de faire là. Non, en fait, peut-être que je suis en train de lancer une baseball, mais bref. Et puis, dans mon adolescence, j'ai gradué au numérique, puis j'ai réalisé des moyens-métrages très amateurs avec mes amis. On voit mes amis en train de s'amuser là, puis la photo est assez sombre, mais ça, c'est un poster pour un des premiers longs-métrages. J'aimais me mettre devant l'écran à cette époque-là. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et j'ai réalisé un long-métrage d'action, encore une fois, très, très amateur, par pur hasard, à 18 ans. Puis je vous ai préparé un petit extrait, puis s'il vous plaît, retenez vos applaudissements, parce que c'est un chef-d'œuvre. Michel Laflèche, avocat de la Couronne depuis presque 2 ans. Je vous donne à vous et à votre service 48 heures. Ils vont pomper de l'acide directement dans le lac. Toute la vie aquatique va mourir. Marcin veut qu'on le déracine au plus vite. Tiens, Florence, on s'en va vérifier un Michel Laflèche et Carlton. Préparez-vous à partir plus vite. Le service s'en vient! Partez! Laurence, débarque à l'édifice de la banque. Il est au 2e étage. Ça va dans le stationnement. Je saute sur le boulevard. Vous savez, c'est quoi la peine de prison pour un tel crime? Je suis tannée d'entendre le mot éco-terrorisme aux nouvelles. Donc, je ne vous ai pas fait souffrir pour rien parce que on va jaser un peu de pourquoi ça a été important dans ma carrière plus tard puis dans le développement de thématiques qui m'importaient.
Je vais juste revenir rapidement à ma présentation. Parallèlement à ça, j'ai travaillé comme assistant à la production pour une boîte de production qui s'appelle Les Productions Rivard à Winnipeg. C'est une boîte de production indépendante qui existe, qui est la plus ancienne boîte de production francophone de l'Ouest. Ils produisent du contenu pour tous les grands diffuseurs francophones, Radio-Canada, TVA, TFO, RTV. Moi, mon souvenir le plus mémorable, ça a été de travailler comme neigeur pour une série pour enfants qui s'appelait Paul et Suzanne. Donc, je vous explique. Dans cette série-là, pour les scènes d'hiver, on faisait neiger en prenant 2 grandes planches de bois par-dessus la scène. Et comme assistant à la production, donc la personne qui d'habitude allait chercher le café pour le réalisateur, on m'a demandé de monter l'échelle et d'activer la première planche pour qu'une fine poudre blanche tombe devant la caméra pour simuler l'effet de neige. Donc, ça ressemblait un peu à ça, mes premières expériences comme professionnel dans l'industrie. À la sortie d'école secondaire, je me suis lancé en sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface, qui est une université francophone à part entière chez nous, avec l'aspiration de devenir peut-être journaliste ou quelque chose comme ça. Mais lors de ma 2e année universitaire, les Productions Rivard, à ma grande chance, m'ont offert un contrat de réalisation de tournage d'images pour une série sur les sites UNESCO. Un peu partout au Canada. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de visiter la belle ville de Québec à ce moment-là, mais ce que j'ai pu faire, c'est voyager dans l'Ouest et j'ai passé 3 semaines vraiment très mémorables dans les Rocheuses. Ça a été une aventure vraiment formidable, puis depuis ce temps-là, je suis réalisateur. Ça fait maintenant une décennie que je fais ça. J'ai terminé mon bac en sciences politiques, puis depuis, je gagne ma vie comme réalisateur, principalement de non-fiction. Pour la télé, surtout des séries documentaires et de voyages à TVA et Radio-Canada. C'est ça, les dernières années, ça a été principalement TVA. Puis, je dirais que cette trajectoire-là est vraiment atypique et je suis très, très reconnaissant de pouvoir gagner ma vie en poursuivant ma passion artistique à temps plein. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont 2 œuvres qui me sont venues davantage du cœur. Ce n'est pas ma réalité de non-fiction. Donc, d'abord, je veux vous parler un peu plus de ce qu'est la réalité de grandir au Manitoba français. Il faut comprendre qu'au Manitoba, ce n'est pas tous les jeunes qui sont fiers francophones. À l'école, surtout dans les années 90, la meilleure stratégie éducative, c'était de marteler le fait français et de coller des punitions aux jeunes qui parlent anglais en classe ou dans les couloirs, ce qui rendait seulement cette langue qui était omniprésente dans nos vies plus attrayante. Et c'est la façon par excellence par laquelle on rebellait contre les figures d'autorité. Cela étant dit, mes amis et moi, on a toujours été pas mal fiers franco-manitobains. Puis ça a été naturel de parler français entre nous, puis l'environnement social y compte pour beaucoup. Et étant des gens créatifs puis un peu geeks, on était naturellement attirés par des activités parascolaires dans la communauté francophone, comme le théâtre, comme l'improvisation. Ça a fait que moi, j'ai été un très fier, très bruyant franco-manitobain. J'ai beau être le résultat d'une famille biculturelle, puis je m'intéresse beaucoup à ces 2 héritages-là, mais ce n'est pas le Canada anglais qui avait besoin d'un citoyen de plus, c'est la francophonie du Manitoba. Donc ça, c'était un peu ma perspective en sortant du secondaire. Donc, comment tout ça, ça affecte mon art? Bien, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de mon travail dans le documentaire pour la télé. Comme je disais, je veux vous parler des projets, de 2 œuvres qui ont été des projets venus du cœur. Puis malheureusement, d'après que je vois dans cette prochaine diapositive, il n'y a pas l'autre affiche, mais bon. D'abord, en 2011, il y a eu « Ceci est notre message ». Puis, en 2012-2013, Héliosol. C'est 2 œuvres qui ont très peu en commun, en genre et en contenu, mais qui sont quand même intimement reliées dans ma pratique artistique. Commençons avec Ceci est le message. Le Conseil jeunesse provincial du Manitoba, qui est l'organisme porte-parole de la jeunesse d'expression française au Manitoba, m'a approché en 2011 pour réaliser quelque chose
sur l'identité des jeunes franco-manitobains. Puis ils n'étaient pas trop sûrs. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils m'approchaient avec une carte blanche parce que c'est à ce moment-là où des premières discussions ont pu avoir lieu. Ils m'ont parlé de peut-être faire un documentaire, puis à la base, j'aimais beaucoup l'idée. Mais après quelques réflexions, je me suis dit que ce serait mieux de réaliser ce que j'ai fini par appeler une œuvre porte-voix. Donc, un essai, une lettre en forme cinématographique, un message où des jeunes exprimaient explicitement ce qu'ils pensaient des différentes thématiques qui touchaient notre communauté et notre identité. Donc, ça a donné ceci et notre message. Après la rédaction du texte avec mon ami d'enfance, Mathieu Labossière, on s'est mis à tourner ça avec une panoplie de jeunes franco-manitobains, consultant avec eux au moment du tournage pour voir si ce qu'on avait écrit résonnait avec eux. Donc, c'était principalement une œuvre à nous deux, mais au moment du tournage, tous les intervenants qu'on avait mis devant la caméra, on leur demandait « Est-ce que ça reflète ta réalité à toi? » Et universellement, et à notre grande surprise, c'était le cas. On a réussi à capter quelque chose de très vrai et on a également improvisé plusieurs moments. Donc, je vais maintenant vous montrer deux des premiers chapitres de cette œuvre-là, l'introduction et notre chapitre sur la langue. Bonjour. 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 Salut. Vous vous demandez peut-être qui on est. Il y a tellement de choix. Je me présente, je suis franco-manitobaine. Je suis franco-manitobain. Je suis arabe, africain et francophone. Je suis fière franco-manitobaine. Je suis un jeune franco-manitobain impliqué. Je suis un fier franco-manitobain. Je suis franco-africain. Je suis franco-manitobaine impliquée. Je suis québécoise manitobaine. Je suis un citoyen du monde. Je suis francoman. 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 Je suis franco-manitobain en dehors de la boîte. Quand je suis à l'extérieur du Manitoba, je suis franco-manitobain. Quand je suis à l'intérieur du Manitoba, je viens de Saint-Boniface. I don't know, and I don't really care. Hein? Ben, c'est pas que je m'en fous, mais qu'est-ce que ça change, comme? Ben, moi je m'en sers pour cruiser les filles. Ou des gars. Ou des gars. Prenez Molière, puis donnez-y une intonation anglicisée. Puis ça donne ça. L'amour ne sait-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Prenez un accent de Radio-Canada, puis dites le suivant. J'allais watcher de la TV à soir, mais je trouve pas la remote. Sylvain Tremblay à Winnipeg. Puis honnêtement, qui dit que c'est mieux d'avoir l'intonation et pas le vocabulaire? Même les Français disent shopping, parking, brainstorming, casting, dealer, gentleman, sweatshirt, week-end. Même si on n'a pas l'intonation, on a encore les mots magasinage, stationnement, remue-ménage, chandail et fin de semaine, qui sont des vrais mots français. Pour un français impeccable, vous avez donc besoin des deux, l'intonation et le vocabulaire. Puis il y a une autre chose qu'on veut clarifier. L'anglais, c'est pas le diable. Au contraire, il y a des belles qualités à cette langue. Elle est plus flexible avec le temps et a des expressions modernes. Si on est avec quelqu'un qui peut parler les deux, pourquoi pas utiliser les deux? Je peux parler un français correct quand je veux. Je cherche pas mes mots. I can speak proper English whenever I want. I don't have any trouble. Pourquoi pas utiliser des mots comme cool, fun, puis awkward? Sympa, amusant, puis embêtant. Ils ont juste pas le même ton en français. Même la liberté prend pas la peine de traduire le mot fun. Ils mettent en italique. La seule raison qu'on sent le besoin de dire ça, c'est parce que l'anglais est supposément mal vu. Mais il y a des choses qu'on préfère dire en français. Je préfère dire bon succès au lieu de bonne chance à quelqu'un. C'est plus positif. Mais ça se dit vraiment horriblement en anglais. Je dis juste good luck parce que good success to you, sir. Ça sonne comme de la merde. Mais là, entre toi puis moi, la meilleure chose avec le français, c'est que tu peux avoir des conversations privées en public. Ouais, là, c'est pas mal awkward. OK, mais des fois, on comprend qu'on peut devenir un peu paresseux. Genre, dire des choses comme « switcher » au lieu d'échanger. Qui peut me donner un mot français pour « awesome » ? Génial. Tu vois, même si « awesome » sonne tellement plus « awesome », on peut quand même perdre un peu de notre vocabulaire. Donc, c'est ça. 21 minutes
sur plusieurs différentes thématiques, autant nos symboles culturels, comme on voit au prochain segment, que l'immigration, l'intégration, que notre relation avec le Québec, que la culture francophone, les produits artistiques qu'on consomme, certainement notre éducation et ce que ça nous a donné. Et finalement, on a terminé avec un remerciement. Après 17 minutes de critique, on a donné un petit remerciement aux générations qui nous avaient précédés pour avoir préservé le fait français chez nous et de nous permettre de pouvoir leur critiquer en français. Donc, essentiellement, le scénario, c'était une retranscription de toutes les conversations qu'on avait eues tard le soir dans les bars et dans nos sous-sols, mais qui n'avaient jamais été dit en public. Si j'allais vous donner une image pour caractériser un peu c'est quoi la francophonie du Manitoba, imaginez-vous un immense petit village avec 40 000 personnes. Où tout le monde se connaît un peu, où parler trop fort ou parler de différentes, ou nommer certaines réalités peuvent beaucoup brasser la cage et on connaît les gens à qui on brasse la cage. Et c'était une œuvre purement identitaire. Personnellement, j'ai pu, en tant que scénariste et réalisateur, me vider le cœur sur plusieurs notions qui me hantaient depuis longtemps et qui n'avaient pas été nommées. Bon, on a fait la une, après la première de du court-métrage en ligne sur YouTube, on a fait la une du site web de Radio-Canada. Ça nous a permis de récolter des milliers de visionnements d'un peu partout au pays, puis un peu partout dans le monde, en fait, parce que les gens se partageaient ça entre eux. Puis, ça a aussi été une œuvre qui a déclenché une discussion puis un rapprochement entre le Conseil jeunesse provincial et les mouvements jeunesse francophones d'ailleurs, comme en Acadie puis en Louisiane. Puis ça, pour moi, ça a été... Parce qu'ils se retrouvaient, ils se reconnaissaient dans nos propos. On voyait à quel point ce n'était pas juste universel au Manitoba francophone, c'était universel dans ces endroits-là et encore une fois, même aux États-Unis. Puis ça a été probablement la retombée la plus remarquable pour moi en ressortant de ce projet-là. J'avoue qu'il y a des longues portions où je me dis maintenant que je serais moins cru aujourd'hui que je l'aurais été à cette époque-là. Je pense que c'est normal en voyant des œuvres qu'on a réalisées quand on est plus jeune. Mais tout cela étant dit, l'intention reste et beaucoup des observations qu'on a faites sont encore très d'actualité et on n'a pas exactement réagi à ça encore. Donc, c'est ça. Puis juste pour montrer à quel point, je veux dire, moi, je vous ai montré probablement la portion la plus universelle où on parle de la langue, parce qu'il s'agit de la thématique de cette conférence. Mais il y a également des segments qui sont beaucoup, beaucoup plus spécifiques au Manitoba français aussi. Mais là, je vais vous parler d'œuvres de fiction. Et je vais vous parler de mon film, mon long-métrage professionnel que j'ai réalisé, mon premier long-métrage professionnel, jusqu'à date, mon seul long-métrage professionnel que j'ai réalisé en 2012 et qui a connu sa première en 2013. Donc, la courte histoire de la genèse de ce film-là, c'est que ça a commencé comme la suite de Par pur hasard, l'extrait que je vous ai montré tantôt. Les thèmes écologiques, l'intrigue, le mystère, l'enquête, je reprenais tous ces éléments-là de mon premier film avec les mêmes personnages, puis je les avais à l'esprit dans la conception de l'histoire. Mais lorsque j'ai su, ou lorsque j'ai constaté que je voulais réellement en faire un long-métrage professionnel à plus grande portée et puis qu'on pourrait se dénicher un budget de production et qu'on allait se prendre plus au sérieux, j'ai voulu en faire autre chose. Puis je savais que je voulais travailler encore avec des jeunes, que les personnages principaux soient jeunes, puis que je travaille primordialement avec eux. Puis j'ai finalement eu le flash d'en faire une enquête par des journalistes universitaires. Puis ça a donné ça. Hey Maxine, tu fais quoi de bon ces temps-ci? Ben, je sais pas si t'as entendu parler du nouveau programme de recherche d'Eliosol, la compagnie pétrolière. On a reçu un courriel qui nous disait que ça allait être annulé parce que la technologie était maintenant protégée par les secrets de l'industrie. Bonjour, je m'appelle Maxine Delorme, je suis journaliste pour Le Réveil, le journal étudiant de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Vous êtes? David Chartier, son collègue du Réveil. Il y a des secrets industriels qui se mêlent à ça. À qui je préfère ne plus en parler. Il était bien nerveux, il y a for sure quelque chose de pas correct qui se passe.
Alors, vous voulez écrire un article sur notre président pour votre journal universitaire, c'est ça? Et l'interviewer si possible. Bon, ça, je peux rien garantir. Le vice-président exécutif. J'ai entendu. Certaines personnes croient que les chiffres que vous avez présentés à la conférence de presse sont pas réalistes. Ils verront bien. Je veux dire impossible. Pardon? La vraie citation est « Les chiffres que vous avez présentés sont impossibles ». J'ai accompagné aux entrevues, j'ai posé des questions. OK, c'est bon. T'es-tu comme pas au courant que j'ai participé? Les grosses business, ils vont essayer de t'arrêter. Mais il faut que tu continues. Tu vas faire ça? Je lâche pas jusqu'à ce que j'ai une réponse. Juste pour vous expliquer un peu le concept du film. Dans le film, il y a Maxine Delorme, une journaliste au réveil de l'Université de Saint-Boniface. C'est un vrai journal universitaire et une vraie institution, qui découvre des preuves qui inculpent une compagnie pétrolière d'une fraude financière. Puis, elle et son ami David entament une enquête pour exposer les crimes, puis aussi pour qu'elle puisse aussi se faire un nom comme journaliste. En fait, surtout au début du film. Mais elle est très rapidement confrontée à la réalité d'être une jeune journaliste amateur, puis tout ce que ça veut dire. Le fait qu'on ne la prenne pas au sérieux, par exemple. Mais des fois, cette faiblesse-là est une force cachée parce que les gens la sous-estiment, mais c'est surtout un obstacle. Dans ce film-là, on explore la question des sables bitumineux en Alberta. La pluralité d'opinions au sein du mouvement écologiste, l'avenir énergétique de l'Amérique du Nord. Et sans l'aborder directement, on témoigne quand même d'une jeune femme qui doit se frayer un chemin dans un monde qui est dominé, dans une industrie puis dans un monde qui est dominé par des hommes. Puis tout ce que ça implique. Puis vous allez remarquer que rien de ça n'est explicitement relié à la réalité francophone en milieu minoritaire. C'est des thèmes autres. Donc, pour m'aider à expliquer nos intentions dans la réalisation et la production de ce long-métrage, je vais vous jouer un extrait du documentaire Making of que nous avons réalisé au sujet du film. Quoi? Tu vends les atouts de ce plan-là à l'Assemblée générale annuelle parce que tu vas nommer à l'exécutif. Dans des pièces de théâtre ou dans des romans ou dans des nouvelles ou quoi que ce soit, n'importe quel autre produit artistique qu'on voyait, il y en a beaucoup qui sortaient de la francophonie minoritaire, qui étaient une discussion dans une forme ou une autre de cet État francophone-là. On se justifiait, on se pardonnait, on s'exposait, on essayait de parler fort et bruyamment de la francophonie minoritaire, et avec raison, parce qu'on se sent, on a constamment ce complexe d'infériorité-là, à mon avis. Et c'est difficile en tant qu'artiste, quand ça vient du cœur, de vouloir ignorer ça. Pour moi, c'était vraiment essentiel de réaliser un film qui ne parlait pas du tout de l'identité francophone. Ça passe tout dans le sous-texte de l'histoire et ça normalise le fait français. Les gens parlent comme nous, ils sont dans nos institutions, ils vivent notre vie, puis ils ont un peu notre vision du monde. Puis pour moi, c'était vraiment important qu'on arrête de se justifier, parce que le moins qu'on se justifie, le plus fort qu'on est d'un point de vue identitaire, à mon avis. Puis c'était le temps qu'on crée de plus en plus de produits artistiques qui parlent du cœur d'une autre façon que « qui suis-je ». De nos jours aussi, vraiment, il y a l'écologie, qui est un grand sujet d'actualité. Beaucoup de personnes sont intéressées par ce qu'il y a de l'écologie. Je pense aussi peut-être de voir des jeunes en action, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Puis une histoire qui peut être présentée à tout le monde, qui pourrait, c'est vrai, se passer n'importe où, dans n'importe quelle langue. C'est un sujet plus facile de présenter au monde entier. Plus de personnes vont pouvoir se rapprocher avec l'idée du film et dire « OK, cool, je peux connecter avec les jeunes ou les personnages de l'histoire ». C'était bien balancé entre nous puisque Gabriel avait sa vision écologique. Il voulait vraiment passer un message par rapport à qu'est-ce qui se passait dans l'environnement au Canada en ce moment. Et bien que j'étais dans ce bateau-là et que je voulais vraiment voir ça aussi, pour moi, c'était le plus important de faire peut-être passer aussi l'histoire spécifiquement l'histoire de Maxine. Puis qui était cette jeune femme dans un monde qu'on a créé, qui avait presque pas d'autres femmes dedans, pour une raison symbolique, et où elle aurait peut-être à prendre des décisions par rapport à sa carrière, ou ça versus des relations interpersonnelles, ou ça versus du succès social, qui est quelque chose qui n'est pas assez exploré du tout pour les femmes dans les différents médias de nos jours.
Donc, deux choses. La première, c'est que vous avez sûrement reconnu Joël de Ceci est notre message. Puis, la deuxième, c'est que c'est en fait assez ironique parce que dans ce clip-là, je suis en train de assez carrément critiquer les disciplines artistiques au Manitoba pour être en train de trop explorer l'identité, alors que littéralement, 2 ans plus tôt, j'ai réalisé probablement l'œuvre identitaire dans sa forme la plus pure. Et je vais en venir à ça dans une seconde, mais je veux revenir en arrière un peu parce que je pense que j'avais cette idée et je pense que je ne suis pas le seul cinéaste franco-canadien. Avant de réaliser ce film-là, je n'étais pas le seul cinéaste franco-canadien à le penser, mais j'avais cette idée. On a cette impression que si on explore trop notre identité, si on rend notre œuvre trop spécifique, s'il y a des références trop spécifiques ou si on s'attarde à des questions identitaires, ben. Puis, ce qui est absurde, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres puissantes, très reconnues, qui sont très, très respectées, qui sont hautement spécifiques. Un des exemples les plus récents étant Moonlight, qui a gagné l'Oscar de 2017 pour le meilleur film. C'est un film dont le personnage principal, c'est un jeune homme noir, gay, en Floride. Et il y a énormément de spécificité là-dedans. Mais cette mentalité prévaut quand même, parce que dans ma jeunesse, je n'ai pas été exposé à beaucoup de films qui exploraient l'identité culturelle ou ethnique comme thème central. Et parce qu'on voyait surtout, moi j'ai surtout consommé dans mon enfance des films avec des grands personnages historiques, des couples américains, puis des super-héros. Ça n'a rien à voir avec la quête d'une identité culturelle. Ce qui m'amène à mon prochain concept, c'est Improtéine, une troupe d'improvisation franco-ontarienne. Lorsque je les ai interviewés pour un documentaire, qui m'ont fait reconnaître, qui m'ont permis de prendre conscience d'un effet psychologique qu'il y avait dans la francophonie minoritaire, surtout chez les jeunes. Puis ça, c'est francophone égale un genre artistique complètement à part. C'est l'idée que beaucoup de jeunes en situation minoritaire perçoivent tout ce qui est francophone, par exemple la musique francophone ou le cinéma francophone, comme un genre, comme une catégorie, un genre artistique à part. Dans leur esprit, un rap français ou du folk québécois ont plus en commun avec l'un l'autre qu'avec leur genre respectif. On met tout ce qu'il y a de francophone dans une catégorie, puis ensuite tout le reste, c'est le vrai rap, le vrai folk, le vrai quoi que ce soit. Puis je comprends, parce que si vous voyez aucun exemple de la culture francophone dans votre vie de tous les jours, si vous n'en parlez pas avec vos amis, si vous ne le voyez pas dans la société plus large, si vous ne voyez pas des publicités pour du cinéma francophone ou de la musique ou quoi que ce soit, puis vous n'êtes pas exposé à qui que ce soit qui en consomme, vous allez probablement commencer à mettre ça dans une catégorie à part parce que c'est seulement à l'école qu'on le présente. Puis c'est clair que lorsqu'on le présente à l'école, ce n'est pas l'affaire la plus cool. Donc, c'est à ce moment-là où on le met de côté. Puis il y a certainement du travail à faire pour déstigmatiser la culture francophone d'ailleurs. Puis je pense que l'humour, c'est un excellent premier vecteur. Moi, ma seule référence culturelle québécoise dans mon adolescence, c'était François Pérusse. Puis il a défini mon sens d'humour pendant toute mon adolescence. Puis du côté français, c'était Gad Elmaleh. Puis Improtéine, ils se sont aussi aperçus de ça parce que si les jeunes rient, ils oublient presque que c'est en français et il y a une porte qui s'ouvre en quelque part, puis soudainement, ils se retrouvent dans un nouveau monde culturel qu'ils ne pensaient jamais aimer à la base. Je pense aussi, cependant, qu'il y a une autre raison pour laquelle les jeunes écartent la culture francophone du revers de la main, et c'est qu'ils ne se sentent pas représentés ou reflétés dans ces médias-là. Le produit est trop étrange, trop exotique pour qu'ils s'y reconnaissent. Puis en tant qu'adulte, on a généralement une plus grande appréciation pour ce qu'il y a de différent ou ce qu'il y a d'exotique, mais quand on est jeune, pas mal moins. On s'associe à quelque chose dans lequel on n'a juste pas ce réflexe-là. Puis c'est facile et naturel pour un jeune francophone de se reconnaître dans la jeune francophone en situation minoritaire, de se reconnaître dans la culture américaine. Elle est omniprésente.
dans l'anglophonie au Canada. Et surtout, les gens parlent comme eux en anglais. Alors que lorsqu'on regarde un film québécois ou français, ces gens-là ont une façon de parler qui nous est étrangère. Et le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est que le premier film québécois que j'ai vu de ma vie, c'était La Grande Séduction à 13 ans. C'était un festival de films Manitobain et il y avait un programme scolaire. Puis je suis allé le voir, puis j'ai pas compris la moitié du dialogue parce que j'avais été très, très peu exposé à l'accent québécois. Et c'était encore pire pour les Français parce qu'eux autres, ils parlaient vite. Ils parlaient très vite. Et c'est seulement en m'exposant davantage, puis comme je dis, François Pérusse puis Ed Mallet étant mes deux principaux vecteurs, que j'ai commencé à mieux comprendre la langue. Et là, j'ai une plus grande appréciation pour cet art-là. Mais je vais quand même laisser mon ami et producteur, Joël, partager son point de vue là-dessus. Ça aussi, c'est un extra qui se trouvait sur le DVD du film. Il était une fois un jeune Joël Guenette qui a toujours été élève ou qui avait été élève dans la DSFM pour l'entièreté de sa vie, se disait à plusieurs reprises « Pourquoi est-ce qu'on n'a rien qui vient de chez nous? Pourquoi est-ce que quand je lis un livre pour mon cours de français ou qu'on visionne un film ou qu'on va voir une pièce de théâtre ou vraiment presque n'importe quoi qu'on peut imaginer comme produit artistique qui serait consommé par la jeunesse ou par n'importe qui, pourquoi est-ce que je me sens jamais reflété dans ces affaires-là? Puis je trouvais ça achalant. Et comme adulte, j'ai modifié un peu mon expectative par rapport à la francophonie et ce qui était disponible. Et j'ai commencé à beaucoup plus apprécier ce qui était disponible et qui nous sortait de l'Europe ou du Québec ou d'ailleurs. Et j'ai commencé à aimer des séries télévisées et des films et apprécier des pièces de théâtre et tout ça. Mais il y avait toujours ce petit grain à l'intérieur de moi qui disait « J'aimerais bien savoir quelque chose que, quand je le regarde, je me sens pas même légèrement déboussolé. » Et quand j'étais jeune, ce sentiment était amplifié parce que je me sentais jamais reflété. Et on a toute cette espèce de « qui suis-je lorsqu'on est jeune et comment est-ce que je vais découvrir mon identité? » Et j'ai pas reçu d'appui à ce processus de découverte personnelle de la part de presque aucun produit artistique ou culturel. Alors je me suis dit, ça pourrait être temps qu'on fasse quelque chose pour nous. C'est une des raisons que j'ai accepté dès le début d'entreprendre un si grand projet avec Gabriel, c'est de dire, c'est le temps de faire quelque chose comme ça. Je veux que la prochaine génération de mini-Joël Guenette se dise, « Ah ben au moins j'ai vu un film. » où je me suis dit, « Ah, ça c'est chez nous. » Et le français me semble pas trop étrange. Et les personnages sont en train de vivre des scénarios que je peux comprendre. Et sure, moi, je pourrais accepter que peut-être ça s'est passé en vraie vie, même si c'est une œuvre de fiction. Alors, c'était vraiment ça. J'avais jamais vu quelque chose vraiment qui avait reflété mon vécu en tant que francophone d'un endroit minoritaire de l'Ouest. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on voulait parler énormément de ça ou de tout le décortiquer, mais je voulais juste voir une réflexion d'une réalité qui pourrait être la mienne. Donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on a d'abord entrepris la scénarisation et la pré-production de Héliosol, on nous a informé à quelques reprises que c'était le premier long-métrage francophone de l'Ouest, produit et réalisé par des francophones de chez nous, en milieu indépendant. Donc, en effet, il n'y en avait pas de cinéma. Puis, au niveau long-métrage, puis on s'entend bien que le long-métrage est diffusé à beaucoup plus grande portée, généralement, que le court-métrage. Les gens vont se déplacer en salle pour aller voir un long-métrage, alors qu'un court-métrage ne vaut peut-être pas le voyage. Ce que je lamente personnellement, parce qu'il y a des super courts-métrages, et le web est maintenant une nouvelle plateforme qui nous permet de diffuser ça, mais le long-métrage, néanmoins, est perçu comme du vrai film par un grand segment du public. Moi, je suis fermement dans le camp de Radio quand il parle de « on peut-tu parler d'autre chose? » Moi,
j'ai grandi dans une maison profondément écologiste. Ma mère m'a légué des valeurs écologiques très fortes dès les débuts des années 90. Et à mesure que je vieillis, cette préoccupation-là ou ces thématiques-là prennent une urgence supplémentaire dans mon esprit. Et c'est pour ça que j'ai voulu réaliser un film qui parlait de ça. Néanmoins, c'est clair qu'on voulait réaliser un film en français, donc on a façonné notre univers du film pour permettre de le faire. L'entreprise Héliosol est montréalaise à la base. Le directeur des laboratoires est franco-manitobain. Maxime et David sont des étudiants à l'Université Saint-Boniface, qui est une université francophone. Les gens qu'ils rencontrent dans le mouvement écologique sont francophones ou plus souvent francophiles. Mais à part ça, il n'y a aucune explication de l'existence du français au Manitoba depuis 200 ans. Il n'y a aucune angoisse concernant notre avenir comme francophone. Il n'y a aucun indice et aucune discussion qu'il s'agit même d'une question. Cependant, je pense que le seul geste identitaire que nous avons posé dans sa création, puis j'en conviens que c'en est un gros, c'est la question de la langue. Lorsque j'écrivais le dialogue de Maxine et David, c'était complètement naturel pour moi de suivre la façon que je parlais. Et à aucun moment est-ce que j'ai tenté de nettoyer la langue. Je tenais vraiment à avoir cette authenticité-là et que les jeunes se sentent reflétés. Ironiquement, Jeannick Flynn-Gagné, la comédienne principale, qui, bien qu'elle est franco-manitobaine, a grandi dans une famille tellement francophone qu'elle se sent presque mal à l'aise en anglais, certains pourraient percevoir ça comme une grosse victoire dans un milieu minoritaire comme le Manitoba français. Mais elle se sentait mal à l'aise en anglais. Donc, à l'origine, dans le scénario, on avait une scène qui se passait entièrement en anglais, qu'on a réécrite en français pour qu'elle puisse la jouer correctement. Puis, très tôt dans le processus, après qu'on l'a castée, c'est ça, on a fait de la réécriture de cette scène-là. Donc, elle parle vraiment pas franglais dans sa vie de tous les jours. Néanmoins, dans la réalisation, on s'est assuré que dans l'intonation puis dans les petites excursions lexicales, vous avez sûrement entendu le « for sure », il y a « for sure » quelque chose de pas correct qui se passe. J'ai quand même voulu préserver cette façon de parler pour qu'on puisse reconnaître que ça venait de l'Ouest. Bon, tout ça étant dit, et autant que j'ai de l'air convaincu de mon discours dans ce clip-là, je sais profondément à l'intérieur de moi que si ça n'avait pas été pour Ceci est un message, Héliosol aurait été un film très différent. Dans Ceci est un message, j'ai pu, comme j'ai dit, me vider le cœur sur beaucoup de mon angoisse identitaire, sur beaucoup des réflexions que moi et mon cercle social faisaient à l'égard de notre identité. Et comme premier long métrage professionnel, j'aurais probablement été induit à explorer ça davantage si je n'avais pas eu l'occasion 2 ans auparavant de faire exactement ça, comme j'ai dit, dans la forme la plus pure et la plus explicite possible. Donc, ça m'a permis de me sentir à l'aise d'explorer d'autres thématiques que je trouvais importantes, puis aussi peut-être de me créer une petite fantaisie où c'est 100% facile et naturel de vivre en français à Winnipeg. Cette identité-là reste profondément gravée en moi et elle caractérise encore les filtres artistiques que j'ai et mes filtres perceptifs sur le monde et comment je me définis comme humain. Et ça va faire toujours partie de mon art. Et je pense que c'est un peu ça que vit la plupart des artistes en milieu minoritaire. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais être ton assistante, Parfait. comme tantôt. Et je vous invite à poser vos questions. Et d'ailleurs aussi, bien sûr, le public qui nous suit en ligne, Facebook est toujours là et Frédéric est prête à prendre les questions. Il y en a déjà? Ah, c'est toi qui veux poser une question. Oui, j'arrive, bien sûr que... Bonjour, mon nom est Frédéric. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu en fait dans le premier extrait, donc ceci est notre message par rapport un petit peu au fait que bon, vous ne percevez pas l'anglais comme un démon. Et je me demandais à ce propos-là, qu'est-ce que vous auriez à dire aux Québécois qui sont tellement inquiets de la protection de la langue française et très ancrés aussi dans la démonisation justement de l'anglais?
Je pense que c'est là où, avec le temps, je veux dire, ça fait maintenant 6 ans qu'on a réalisé ça. Je pense que parce que je ne l'avais pas vécu moi, je ne prenais pas et nous ne prenions pas l'assimilation suffisamment au sérieux. C'est pas la situation dead duck que beaucoup de Québécois s'imaginent à l'égard du restant de la francophonie canadienne, mais c'est absolument une réalité. Et j'ai l'impression qu'on est juste assez en éclosion pour maintenir l'équilibre présentement. Que il y a des écoles d'immersion sont pleines à craquer partout dans l'Ouest canadien. Surtout puis ça, c'est une nouvelle tendance que je trouve vraiment intéressante, de parents immigrants allophones qui ne parlent ni l'anglais ni le français, qui mettent leurs enfants à l'école d'immersion pour qu'ils puissent apprendre les deux correctement. Cela étant dit, c'est vraiment... Si j'allais être parfaitement honnête, ce serait même optimiste de dire qu'en 10 à 20 de ces gens-là utiliseront le français dans le restant de leur vie et assumeront pleinement une étiquette de francophone ou participeront à la vie culturelle en français. Donc, je pense que le message à l'origine, en ce qui a trait à démoniser la langue anglaise, avait 2 points. La première, c'était un setup pour notre chapitre sur l'éducation où on disait aux profs, arrêtez de punir l'anglais, c'est ce qui fait parler l'anglais aux jeunes. Ça, c'était la première chose. Puis deuxièmement, de faire... je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pendant la période, dans ma début vingtaine, où j'ai beaucoup œuvré au Conseil jeunesse provincial, la division scolaire franco-manitobaine, qui est une division scolaire qui gère toute l'éducation de français de langue maternelle au Manitoba, avait arrêté de participer aux activités, avait arrêté de laisser leurs étudiants participer aux activités du Conseil jeunesse provincial parce que le Conseil jeunesse provincial commençait à accueillir des étudiants d'immersion. Et l'attitude des éducateurs était « ces jeunes de l'immersion vont polluer le français de nos jeunes ». C'est plutôt ça qu'on est en train d'adresser. Mais ma réponse aujourd'hui, c'est, en effet, il y a une réelle menace linguistique. Elle n'est pas intentionnelle de la part de quelconque anglophone, donc reprochons-leur pas ça personnellement. Mais restons quand même conscients de cet effet-là que la majorité anglophone peut avoir. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément les protections culturelles au Québec et tout ça, surtout au niveau de la langue. La loi 101 a été super controversée. Elle est perçue de façon super controversée dans le Manitoba français aussi. Mais à la base, ça permet de maintenir une espèce d'espace francophone auquel les autres francophones peuvent se rattacher de loin puis de dire, voici notre métropole francophone en Amérique du Nord. Moi, je ne suis pas du tout québécois, je ne m'imagine même pas vivre ici. Je ne sais rien contre vous. J'adore venir voyager puis de voir de la signalisation en français puis de parler ouvertement français à quiconque que je rencontre. C'est un miracle pour quelqu'un qui vient de Winnipeg. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant que ça existe, mais je resterai quand même à Winnipeg à faire ma propre affaire. Ça répond suffisamment? Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, en ligne, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Oui, il y a une question ici. Une minuscule, pas non, c'est vraiment... Je vais répondre en une phrase. Ben, c'est une petite mini-question, en fait. Moi, c'est Joanie. En fait, ma petite mini-question, là, c'est juste pour savoir si Héliosol a été diffusé dans le Canada anglophone. En fait, bonne c'est une question. petite mini-question. La courte réponse est non. Moi, je m'attendais à ce que tu me demandes si elle a été diffusée dans la francophonie ailleurs qu'au Manitoba. Ça, la réponse est plus positive. On a fait le Festival international du cinéma francophone en Acadie, dont parlait Annette tantôt, en 2013. Et on a vendu 3 ans de diffusion du film à UniTV, TV5 Uni, au Québec. Au niveau du Canada anglais, je pense que il y a eu beaucoup d'engouement à l'échelle winnipegoise
parce que notre industrie est relativement petite, tout le monde connaît tout le monde a de la famille anglophone. Donc, on a eu plusieurs représentations sous-titrées dans des cinémas locaux avec des sous-titres en anglais. La première était avec des sous-titres en anglais, parce que s'il y a des membres de notre famille ou des amis qui veulent venir voir le film, ça prend ça pour leur compréhension. Et une de nos productrices exécutives était anglophone, c'est-à-dire qu'elle a investi, c'est une de nos investisseurs privés qui a investi dans 20 % du budget. C'était une collègue à Joël, et elle avait vu une occasion là pour construire un pont identitaire entre les deux sphères. Tout cela étant dit, non, à l'extérieur du Manitoba, je pense qu'il y a très, très peu d'intérêt. Ce serait la même chose que voir un film québécois à la télé canadienne anglaise. Ce serait très, très rare. J'ai vu Monsieur Lazare, qui est un chef-d'œuvre, évidemment, puis là, je pense que la raison, c'est parce que c'était nominé aux Oscars, mais à part ça, on ne va pas voir De Père en flic 2, genre, sur CBC. Ouais. J'ai une autre question qui m'a Oui. popé en tête. Donc, en fait, là, vous dites que Héliosol a été diffusé au FICFA, donc en Acadie, mais pas au Québec, visiblement. Puis je me demandais si vous sentiez une plus grande solidarité entre les différentes minorités francophones d'Amérique du Nord extérieures au Québec, en fait, plutôt qu'avec le Québec. Est-ce que, tantôt vous disiez que vous aimez le Québec, mais est-ce que vous avez une petite touche de sentiment d'appartenance à la francophonie en entier ou plus aux minorités francophones d'Amérique du Nord? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance de ce côté-là ou c'est vraiment exclusivement votre province, un peu comme les Québécois qui pensent qu'ils sont tout seuls à être francophones, là, ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il y a eu un moment, il y a eu un gros switch pour moi, mais jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était franco-manitobain, puis ça arrête là. Là, j'ai beaucoup gravi dans le milieu des parlements jeunesse. Puis il y a tout un réseau de parlements jeunesse d'un peu partout au pays. Puis c'est comme ça que j'ai pu d'abord voyager puis rencontrer d'autres jeunes francophones. Là, je m'identifie comme mon premier bloc de construction identitaire, c'est comme francophone de l'Ouest, parce qu'on est tellement, tellement similaires. On parle de la même façon, on est tous dans des communautés qui ont où les pourcentages se donnent en un chiffre. Donc, il y a ça. L'Acadie a à peu près autant de différences culturelles pour moi que le Québec. Mais cela étant dit, c'est vrai que j'ai une encore plus grande peut-être cohésion ou sympathie pour eux parce qu'eux autres aussi, c'est une lutte minoritaire, d'une certaine façon. Mais c'est des différences beaucoup plus minimes à ce point-là. C'est plutôt juste un intérêt de savoir comment est-ce que toi, tu vis ta vie là où tu es. Puis ça, j'ai cet intérêt autant pour le Montréalais ou la personne de la Ville de Québec moyenne qu'un Acadien ou un Louisianais ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a une autre question, non? OK, j'avais compris. J'ai compris. Hey, j'ai une super question. OK, d'autres questions ici autour de moi. Moi, j'ai une question peut-être vraiment naïve maintenant, et ça, c'est l'Allemande qui parle. Okay. Quand j'ai commencé à te présenter, je voulais dire, ou ce matin, tantôt, aujourd'hui de l'Est à l'Ouest. Et puis, je me suis dit à la dernière minute, mais non, le Manitoba est au centre. Donc, j'ai dit de l'Est au centre. Mais là, toi, tu viens de dire l'Ouest. Oui. Pourquoi ce n'est pas le centre? Oui. Je veux dire, c'est que géographiquement, on se fait une grande fierté d'être le nombril du Canada. Ça, c'est sûr. Sur l'autoroute entre Winnipeg puis Sainte-Anne, c'est la transcanadienne, puis il y a une grosse pancarte qui dit « Voici le centre longitudinal du Canada ». Puis ça, j'y ai pas pensé 2 fois, je l'ai vu des centaines de fois en allant voir mes grands-parents, mais ça l'est quand même quelque chose. Puis on parle toujours, surtout dans le marketing touristique de Winnipeg, on parle beaucoup du centre du pays. Mais on est, culturellement parlant, on est très clairement de l'Ouest, à certains niveaux. Politiquement, c'est très conservateur, c'est presque juste du bleu. Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, à part dans les centres urbains. Puis parce qu'on voit le Québec et l'Ontario comme étant le noyau, autant de population que politique, que quoi que ce soit d'autre, on est donc à l'ouest de ça. Mais ça, c'est une question très intéressante qui a été posée dans un de mes cours de politique
provinciale comparative, puis je vais vous épargner toute l'analyse, mais que chaque province percevait son identité différemment. Donc, les Manitobains se percevaient comme étant dans un segment ouest, et les Saskatchewanais aussi, se percevaient dans un segment ouest avec les 4 autres provinces, alors que l'Alberta percevait seulement l'Alberta et la Colombie-Britannique comme étant l'ouest, et la Colombie-Britannique se voyait complètement séparée des 3 autres provinces des plaines. Et ils ont un peu raison aussi, parce que, je veux dire, quand on parle de la côte ouest extrême, là, c'est super progressiste, c'est vraiment toute une autre culture, c'est pas les plaines, c'est pas les fermiers syriens. Donc, c'est ça. Mais venant du Manitoba, et je pense que beaucoup de Manitobains seraient d'accord avec moi, on s'identifie surtout comme des gens de l'ouest. Intéressant. Bonne question. C'est ça, surtout posée d'une Allemande de l'Est. Exactement. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ici, en ligne? OK. Tu aurais pu faire semblant que c'était quelqu'un, puis... Non, c'est bien de moi. Oui? Tu as parlé du sous-titrage en anglais du film Héliosol. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réalisé vous-même avec l'équipe de production? Moi, littéralement, moi. Oui? OK. Parce que c'était... on n'avait pas de budget pour ça. Je ne suis pas traducteur à la base, mais, tu sais, je parle les 2 langues couramment, puis avec un peu d'antidote, le problème était réglé, tu sais. So, oui. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup jasé du doublage. On voit beaucoup de doublages partant, puis vous en êtes sûrement conscient, mais partant du cinéma hollywoodien en anglais à des marchés régionaux. Donc, quelle que soit la langue. Mais l'envers n'est pas le cas. C'est presque devenu une convention dans le monde du cinéma qu'un film en anglais va être doublé dans une langue autre, mais un film de langue étrangère va être sous-titré en anglais ou dans une autre langue. Puis ça, je veux dire, il y a 1001 raisons pour lesquelles ça pourrait être le cas, mais je pense qu'il y a juste une certaine... Les anglophones, quand ils veulent sortir de leur culture, ils veulent pleinement absorber la couleur et le rythme et la langue de l'autre. Alors que ça serait super épuisant pour le Québécois moyen de lire tout son cinéma d'Hollywood. Ouais. C'est ma petite appendice à cette réflexion-là. J'ai donné mon accord pour une demi-question encore. Je vais vous donner une demi-réponse d'abord. En fait, ma dernière question, c'est de la curiosité. Ouais. Donc, à Saint-Boniface, vous pouvez vivre en français. Donc, j'imagine que vous allez au cinéma et que vous pouvez... En fait, vous disiez tantôt que vous pouviez voir des films en langue étrangère sous-titrés, mais si c'est des films anglais, vous allez les voir doublés. Est-ce que c'est bien ça? Ah! Moi, j'ai jamais de ma vie opté de voir un film en anglais en français. OK. Mais est-ce que ça existe? Si c'était, ça serait exactement les versions québécoises. Ça serait, OK. si par exemple on allait louer un DVD à la bibliothèque ou quelque chose comme ça, ou qu'on regarderait sur Netflix, par exemple, dans la langue française, ça serait le doublage québécois qu'on consommerait. Moi, j'ai jamais choisi cette option-là parce que j'ai la capacité de le voir dans sa langue originale. Puis en ce qui a trait au cinéma, il y a un seul festival de films francophones qui dure 2 semaines. Donc, on a 2 semaines par année où on peut voir du cinéma en français dans un cinéma, puis le reste, c'est par nos propres moyens. Donc, c'est comme ça que se passe notre consommation cinématographique. J'étais curieuse, en fait, parce que votre amie, tantôt que vous disiez Maxine, c'est qui jouait le rôle de Maxine dans Héliosol. Ouais. Donc, il disait qu'elle elle est beaucoup plus francophone, elle n'est pas à l'aise en anglais. Donc, j'imagine que si elle va au cinéma, peut-être qu'elle va voir le film doublé si elle avait la chance ou qu'elle le regarde. Ouais. Puis je me demandais si son sentiment identitaire, elle se reconnaissait dans la langue doublée au Québec. Oh, OK. Si elle se reconnaît dans la culture québécoise, c'est clair. Sa famille, comme toute l'anglais était carrément banni à la maison, comme il n'écoutait pas de télé en anglais, comme tu vas consommer du français. Puis ça tourne très mal pour certains jeunes, mais dans cette famille-là, ça s'est bien passé. Mais c'était genre Les Mystérieuses Cités d'Or, Passe-Partout, comme toute la gamme de ce que vous reconnaîtriez comme produit culturel au fil des âges, c'est ce qu'elle a consommé. Et en plus, leur chalet est ici, donc elle a passé tous ses étés
à Amingford. Donc c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'elle se sentait mal à l'aise en anglais, mais seulement dans le parler. Je suis sûr qu'encore elle irait voir un film en anglais dans sa langue originale parce que la compréhension, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est surtout dans juste avoir un petit accent et des affaires comme ça. Okay? Ouais.